Mesdames, Messieurs, bonsoir. Recevez toutes nos excuses au décalage du démarrage de ce journal. Jeudi 7 décembre 2017, voici la une du journal. Les assurances du président du Nigeria à son homologue camerounais. Le Nigeria ne servira jamais de base arrière aux sécessionnistes. L'audience du chef de l'État au haut commissaire désigné du Nigeria est en tête du journal. Les certitudes des forces de défense nationale sont établies. Les sécessionnistes constitués en groupes armés recrutent parmi la jeunesse du sud-ouest et du nord-ouest. Des faits et d'autres encore à vivre dans la suite de notre série ce soir. Et puis les inquiétudes des parents et des formations sanitaires. Le vaccin BCG contre la tuberculose est introuvable au Cameroun. Explications et perspectives de solutions dans ce journal. Voilà pour les titres. Des assurances qui valent leur pesant d'or. La République fédérale du Nigeria ne servira jamais de base arrière à ceux qui recherchent la sécession au Cameroun. Le message du président nigérian Muhammadu Buhari était transmis ce jeudi au chef de l'État Paul Biya par le haut commissaire désigné du Nigeria au Cameroun. Son Excellence Lawan Abba Gachagua était reçu en audience par le président de la République. Voici le reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Modzo. Entre le Cameroun et le Nigeria, les sujets d'intérêt commun ne manquent pas. Surtout par ces temps où les deux pays font face à la menace terroriste, une menace à laquelle se sont greffées depuis quelque temps maintenant les velléités sécessionnistes de part et d'autre de la frontière. Et c'est bien cette communauté de destin et de défis à relever qui justifie les concertations permanentes entre les deux capitales, à l'instar de celle de ce jeudi 7 décembre 2017 au Palais de l'Unité. Son Excellence Lawan Abba Gachagua, au commissaire désigné du Nigeria, envoyé spécial du président Buhari. Ce 7 décembre 2017, son Excellence Lawan Abba Gachagua, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari du Nigeria, est venu d'une part réaffirmer la solidité de l'axe Yaoundé-Abuja et dans le même temps confirmer l'engagement de son pays à veiller à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. What I will tell you is that nous avons eu des discussions fructueuses par rapport aux relations qui existent entre le Cameroun et le Nigeria, qui sont bonnes, excellentes et cordiales. Nigeria is... En aucun cas, la République fédérale du Nigeria ne supporte ou bien n'encourage les activistes camerounais. En tant qu'État, autorité du Nigeria, ils ne supportent pas les sécessionnistes camerounais et ils vont tout faire pour que la paix règne au Cameroun et que l'intégrité territoriale du Cameroun soit protégée. Ainsi donc, ils donnent des conseils qu'en cas de grief, s'il y a des problèmes, la meilleure manière c'est de procéder par des solutions pacifiques. Pour le moment, entre le Cameroun et le Nigeria, il y a des accords qui indiquent qu'un Camerounais peut se rendre au Nigeria pendant 3 mois sans visa. De même qu'un Nigérian peut venir ici au Cameroun et rester pendant 3 mois sans visa. Donc pour le moment, tout citoyen peut rester dans l'autre pays pourvu qu'il respecte les lois de ce pays et qu'il ne mène pas des activités pour détruire son propre pays. Donc dans aucun cas, le Nigeria n'encourage ou bien ne supporte les activistes du Southern Cameroun. Le message délivré par les autorités d'Abuja est donc on ne peut plus clair. Le Nigeria n'a jamais et ne servira jamais de base arrière aux sécessionnistes qui visent la partition de notre pays. Un message qui réconforte et voici l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et d'abord cette information sur très hautes instructions du chef de l'État, chef des armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, préside demain vendredi 8 décembre à la place des fêtes de Boya la cérémonie d'hommage et de levée des corps des 4 militaires et 2 fonctionnaires de police froidement assassinés par des terroristes
C'était en fin du mois dernier dans les localités d'Agborem et de Oto dans le département de la Magno, région du Sud-Ouest. Ce sera en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele. Et sur la route de Boya, justement, le ministre de la Défense a fait escale à Douala, à l'hôpital militaire, pour une visite de réconfort aux soldats blessés à Mamfé le 3 décembre dernier. C'était au cours d'une opération régulière de maintien de l'ordre. Nous retrouvons Marcel et Kassibile pour ces mots de compassion du ministre Joseph Betty Assomo aux soldats blessés. Victimes de la dernière attaque des ennemis de la paix le 3 décembre dernier à Mamfé, ils sont 6 soldats blessés à avoir été conduits à l'hôpital militaire de Douala. Accidentés, multifracturés et blessés par balle pour l'essentiel, les soldats ont reçu les encouragements du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, accompagné par le délégué général de la Sûreté nationale, ainsi que par le gouverneur du littoral et son état-major. Aux différents blessés visités, Joseph Betty Assomo a passé le message de réconfort du président de la République. Nous sommes venus vous rendre une visite de réconfort, d'encouragement. Félicitations de la part de Monsieur le Président de la République. Vous comprendrez que vous êtes engagé au service du pays sur les drapeaux. Il y a des risques et des menaces qui pourront survenir de temps en temps. Nous vous souhaitons un très bon rétablissement. Vous puissiez retrouver les autres. Et pour se rassurer que le pronostic vital des blessés admis en soins intensifs n'est pas engagé, Joseph Betty Assomo a reçu des explications au cas par cas sur l'état de santé des victimes. Selon le docteur Abengbozo, médecin-chef de l'hôpital militaire de Douala, les différentes lésions et fractures, bien que sévères, ont été stabilisées à la suite des opérations chirurgicales. Plusieurs blessés sont en phase de rééducation. Ils sont également suivis par des psychologues en raison des multiples traumatismes subis. Cérémonie d'hommage à ces soldats et à ces policiers, ce sera donc demain à Boya. Et voici maintenant dans la suite la 4e partie de notre série sur cette situation dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Premier volet ce soir, la confirmation de l'existence d'un groupuscule terroriste organisé comme une armée sécessionniste avec ses méthodes d'enrôlement, ses camps d'entraînement et même ses hauts gradés fantoches. Une organisation mise à nu par les forces de sécurité lors d'une récente opération qui a permis de sauver de jeunes compatriotes enrôlés de force par ces terroristes. Rodrigue Bertrand Tueno, notre reporter dans le département de la Magno. Ils sont 10 jeunes gens, arborant encore pour certains le faciès de l'adolescence. Détenus à la compagnie de gendarmerie de Mamfé, ils ont été appréhendés au village Agboken-German, à la frontière avec le Nigeria, en route pour un camp d'entraînement de l'armée d'Ambazoni, sous la conduite d'un recruteur qui avait pris le soin de le leur cacher. Un ami à moi, Kamawaza, m'a dit que l'une de ses relations avait une forêt de 15 hectares à défraîchir. Nous avons fixé le prix à 40 000 francs par hectare. J'ai donc appelé mes amis. Lorsque nous sommes arrivés à Mamfé, il a dit que c'était un peu plus loin. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés dans un village appelé Agbokem. Ils ont été sauvés in extremis par les forces de défense et de sécurité. Ces jeunes du département de la Mémé se sont retrouvés dans le département de la Magno, net à la frontière Cameroun-Nigeria. À partir, ils devaient entrer dans l'armée pour lutter contre la République. Mais comme Dieu fait ces choses, ils sont tombés. Nous avons interpellé tous ces éléments. Certains sont, il y a 20 ans, 22 ans. C'est l'avenir du Cameroun, mais ils ne savent pas, ils ont été trompés. Le recruteur a pris la poudre d'escampette, mais ce cas vient confirmer l'existence d'un réseau aux tentacules s'étendant à la région du Nord-Ouest dont était originaire Titi Lewis, le rebelle ambazonien abattu au cours de l'attaque d'Oto qui laissa sur le carreau 2 policiers camerounais. Les renseignements d'une fois nous disent qu'il y a plusieurs réseaux de recrutement.
Mais nous sommes sur le terrain et la machine a été mise en place pour détecter tous les possibles réseaux de recrutement de ces jeunes-là. 3 des 4 camps d'entraînement identifiés par les forces de sécurité se trouvent à Akwaya et sont si difficiles d'accès qu'il faudra aux forces de défense et de sécurité des opérations spéciales pour les neutraliser. Des méthodes d'intimidation et de violence qui sont également pratiquées dans le nord-ouest par des bandes armées, celles-là qui assassinent les forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi des voisins, des membres de famille gagnés à la cause des sécessionnistes et qui sèment la terreur dans leur entourage. Ils imposent ainsi la fermeture des écoles et des administrations qui, sinon, sont incendiées. Mais ces villes mortes et cette terreur ont eu raison maintenant de la patience des populations. Bamenda, par exemple, rejette peu à peu cette terreur. Serge Atangana-Bissau a capté là-bas ces signes qui annoncent le retour à la normale à Bamenda. Regardez. Soyez éveillés au poste. On a des bâtiments à surveiller, les bâtiments administratifs, nos postes de service où il y a les matériels. Voilà donc un cas qui vient d'arriver au sud-ouest, du côté Manfé. Alors, là, on ne meurt pas 2 fois. Quand un élément du jour au lendemain manque à l'appel du matin, quand on sait qu'il ne reviendra plus parce que tombé au champ d'honneur par le fait d'un lâche qui lui a tiré dessus ou lui a tranché la gorge de part en part, comme actuellement dans cette partie du Cameroun en crise, on a beau être formé, la pilule est amère. La réaction du militaire est de riposter. Quand voulant protéger la République, c'est plutôt des malfrats qui nous tirent dessus. Nous avons fait preuve de beaucoup de maîtrise jusqu'ici. Si vous avez un élément qui est tué, la douleur que vous ressentez en tant qu'un meneur d'hommes, la première des choses, c'est d'avoir la maîtrise pour éviter la catastrophe. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise et si vous ne donnez pas de consignes particulières à vos hommes, vous n'allez pas vous en sortir parce que n'importe comment vous allez trouver d'autres citoyens couchés parce que vos hommes ont réagi sur le coup. La violence et le meurtre, érigés en modalité de réponse à une crise d'idées, on dira que les militaires condamnent parce qu'ils ont mal à leur chair. Le Nord-Ouest comporte toutefois des têtes, des leaders d'opinion connus. Those who burn and those who kill are the same. Those who burn, I condemn. Those who kill, I condemn. Whether they're killing gendarmes or killing the children, I condemn. Mais pourquoi toute cette violence? Le préfet du Donga Mantoum tente une analyse. C'est une population très paisible. Ces derniers temps, les réseaux sociaux ont voulu empoisonner la population avec les informations douteuses venant de sources très contraires à ce qu'ils entendaient. C'est aussi l'avis de bon nombre des responsables administratifs, politiques et même traditionnels. Comme ils sont résolus à une autre conviction, si c'est une guerre de sécession, il n'est pas de guerre humaine. Le sang pourrait appeler le sang. Et ce n'est l'intérêt de personne, surtout pas de nos enfants. Une détente perceptible à mettre à l'actif à Bamenda de la libération de la plupart des manifestants interpellés lors des émeutes de septembre 2016. Par exemple, Faye Victor Fort, leader syndical, et il était aux avant-postes de ces émeutes. Interpellé et relaxé, il s'est rangé et savoure maintenant sa liberté retrouvée. Portrait d'un sécessionniste repenti, brossé ici par Serge Atangana-Bissau. 3 mois de prison, ça laisse des traces sur le physique. Dormir à même le sol pendant longtemps a eu des effets sur ma santé. J'ai dû aller à l'hôpital à mon retour pour me remettre du traumatisme. Je n'ai pas été maltraité en prison. Mais le meilleur de l'histoire, c'est le revirement dans les prises de position politiques. Faye est un syndicaliste, président du syndicat des conducteurs professionnels du Nord-Ouest.
Jusqu'en septembre 2016, il faisait partie des harangueurs de foule, ceux grâce auxquels les braises de la désobéissance civile et des villes mortes à Bamenda sont devenus le grand feu que l'on déplore aujourd'hui. Je prenais part aux réunions du consortium en tant que leader syndical. Je n'en étais pas membre. Pour ça, il a fait la prison. Et après la prison, c'est un nouvel homme, une sorte de né de nouveau. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Un petit mal pour un grand bien, en fin de compte. L'autre actualité dans le journal, la session parlementaire au Sénat après l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement défendent maintenant leur enveloppe budgétaire devant les sénateurs. L'agenda de ce jeudi, le passage des ministres de la Santé, de l'eau et de l'énergie et des Finances. La synthèse de Richard Talatodem. Des sénateurs toutes ouïes au Palais des Congrès, ils écoutent le ministre de la Santé publique qui répond à la question de l'un de leurs collègues. Pierre Flambon-Gayap veut savoir comment on réagit au Cameroun en cas d'urgence ou en cas de catastrophe. La première mesure qu'on a prise a été de doter la plupart de nos formations sanitaires, 4500 formations sanitaires, de téléphones mobiles à coût zéro. Ce qui permet à ce que nous soyons informés en temps réel de tout événement que nous pourrions noter sur l'ensemble du territoire. Second aspect, nous avons créé un réseau de laboratoires. À leur tête ici, nous avons un laboratoire national de santé publique modernisé et nous avons des laboratoires régionaux, ce qui nous permet de connaître si c'est un problème d'épidémie, le germe ou le virus qui est la cause de ce début d'épidémie. Le président du Sénat, Marcel Nyadji-Fenji, peut alors donner la parole à Mme Zakia Toussalé. La sénatrice de l'extrême nord se demande pourquoi les poteaux électriques sont en bois alors qu'ils ne sont pas solides, surtout dans le Mayo-Kani. Réponse du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Vous savez, avant, nous avions une seule usine de production de poteaux bois à Bafoussam. Et cette usine produisait des poteaux d'excellente qualité, qui avaient une durée de vie de 25 ans. Mais après la libéralisation, d'autres acteurs sont arrivés et produisent malheureusement des poteaux bois aujourd'hui qui ne sont pas toujours de bonne qualité et dont la durée de vie n'atteint même pas 4 ans. Donc, ce que nous avons demandé à Eneo, c'est d'abord de n'utiliser que des poteaux bois de bonne qualité, c'est-à-dire qui sont très bien traités, mais également de remplacer systématiquement tous les poteaux bois qui tombent par des poteaux métalliques. Le sénateur SDF, Étienne Sonkin, trouve que les multinationales de téléphonie, qui font en plus dans le transfert d'argent, font une concurrence déloyale aux PME locales. Les membres du gouvernement ont ainsi été apaisés dans leurs inquiétudes dans divers domaines sociaux. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées, satisfaits, sauront quoi dire aux populations une fois rentrés sur le terrain. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances prépare maintenant le rapport qui sera présenté en séance plénière, un intermède que nous mettons à profit pour vous introduire dans le secret de cette mythique Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Voici ce que nos reporters ne vous disent pas très souvent, les confidences du député Joshua Oshi du SDF et de la présidente de cette commission, Madame Rosette Ayayi, députée RDPC, une exclusivité, Olivier Kingemoli. Madame la présidente de la commission descend les marches et se dirige vers la salle des travaux. À ce moment-là, tout peut commencer. À ses côtés, le vice-président et le rapporteur. Un membre du gouvernement est tout de suite introduit dans la salle pour défendre son chapitre budgétaire. Et il faut déjà le mettre à l'aise. Il faut qu'il soit le bienvenu, d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au niveau de la commission. Le ministre client est soutenu par d'autres acteurs gouvernementaux.
à chacun un rôle précis. Le ministre en charge des relations avec les assemblées fait la coordination parce que c'est eux qui nous présentent les départements. Et ces ministres ont besoin de l'assistance du ministère des Finances et du ministère de l'Économie. Le RDPC, l'UNDP et le SDF se partagent la commission, mais l'ambiance en interne est plus que conviviale. C'est une ambiance, je dirais même cordiale, bon enfant, où les chefs de département viennent nous expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aimeraient faire l'année suivante. Il peut se trouver qu'on ait nos petits... nos petits mots qui nous permettent de nous détendre, qui nous permettent de ne pas être crispés parce que c'est tellement lourd et intense. Comment comprendre maintenant que l'oral d'un ministre dure parfois 4 heures pendant qu'un autre fait 45 minutes? Quand vous prenez par exemple l'eau et l'énergie, vous savez que tout le monde a besoin d'eau, au moins l'eau. Maintenant, l'énergie, tout le monde en a besoin aussi, mais est-ce que tout le monde l'a? Moi, je viens de Douala, donc il est normal que je vais m'attarder sur le ministère du Développement urbain, par exemple. Il y a aussi qu'il y a des ministres qui sont prolixes, d'autres qui ne sont pas. Donc, quand un ministre a déjà donné les explications aux questions qu'on lui a posées, il n'y a pas de raison qu'on le retienne. Dans la commission, on sait être partisan, mais on sait aussi gérer les sensibilités et rendre prioritaire l'intérêt général. C'était là quelques épices de la cuisine interne de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale. En santé, la rupture des stocks du BCG inquiète les parents et le personnel de santé. Ce vaccin contre la tuberculose, généralement administré aux nouveau-nés, a disparu des formations sanitaires sur le triangle national. Les conséquences et les solutions possibles dans cette enquête de Oswald Modon. Voici une version du communiqué officiel rendu public par le ministère de la Santé publique. Un communiqué qui confirme ce qui n'était jusque-là qu'une rumeur, la rupture du stock de vaccins contre la tuberculose dans les formations sanitaires sur l'étendue du territoire national. Le communiqué signé par le ministre André Mamafouda date du 6 décembre courant. Il annonce la rupture et met en cause un engorgement des commandes au niveau du circuit d'approvisionnement international. On peut également y lire que le vaccin sera bientôt disponible. Selon la note ministérielle, cette situation date du début du mois de décembre. Le dernier paragraphe du communiqué de presse recommande aux parents de limiter les contacts entre les nourrissons et les tierces personnes. Dans les formations sanitaires, la rupture est consommée, mais les risques sont là. Quand un enfant n'est pas vacciné à naissance, l'enfant peut avoir des infections respiratoires, notamment la tuberculose. Ce n'est pas maintenant, c'est peut-être d'ici quelques mois qu'on peut peut-être revoir ces enfants-là qui étaient exposés pendant tout ce temps-là, voir si parmi ces enfants-là, quelques enfants ont eu à attraper la tuberculose ou pas. En attendant l'arrivée éventuelle du produit, les mamans repartent avec quelques conseils d'ordre pratique. On vous donne le vaccin contre la poliomyélite, on donne rendez-vous pratiquement dans un mois, 6 semaines. Si jamais il y a des vaccins, on va rattraper le BCG. Mais les conseils qu'on donne ce moment, c'est d'éviter que les personnes externes de la maison portent l'enfant. Parce que vous savez, le BCG ça se transmet par les gouttelettes de fuge, la respiration, donc, et éviter que les sorties de temps en temps avec l'enfant. C'est déjà aussi cela de gagner. Les parents devront encore prendre leur mal en patience. Bientôt, la situation devrait rentrer dans l'ordre. Des précautions à prendre en compte en tout cas. Le ministère des PME, lui, creuse son sillon dans le champ de la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun. Le ministre Laurent Serge Tondingwa annonçait ce jeudi les 4e journées nationales de la PME. C'est dans 12 jours. Il était face à la presse à Yaoundé aux côtés du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Daniel Menanga pour les principales annonces de ce point de presse. Une semaine et quelques jours encore pour mobiliser le maximum d'acteurs. Ceux-là qui font partie du monde de la finance, de l'économie numérique et de la création des richesses en général. Le gouvernement a souhaité qu'au-delà de la posture purement promotionnelle, il y ait un véritable moment d'évaluation des politiques publiques en matière de PME. Les journées nationales de la PME participent donc de cette logique. Comment orienter les jeunes entrepreneurs? Comment faire prospérer leurs activités et faire sentir toutes ces initiatives à la population? Les journées nationales des PME ouvriront les échanges. Les journées nationales de la PME sont un cadre pour mettre tout le monde d'accord. L'évaluation qui est faite
doit permettre qu'on sache, en accord avec les partenaires au développement et le secteur privé, si on est sur la bonne direction. Ce que les autres rencontres ne font pas, ou alors ne peuvent pas faire. L'événement crée une nouvelle opportunité de promotion de la croissance, après 3 autres rencontres clés dans le secteur de la PME. Dans ce même domaine, les femmes chefs d'entreprise s'arriment aux normes internationales de qualité pour leur production. La cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun lançait ses activités ce jeudi en scellant 2 partenariats majeurs, l'un avec la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, et l'autre avec le réseau Normalisation Francophonie. Les précisions de William Badier. Améliorer la compétitivité des entreprises afin d'avoir accès à des marchés porteurs aussi bien au niveau national qu'international. Tel est l'objectif que poursuit la cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun. Pour y arriver, des connaissances pratiques ont été dispensées aux femmes chefs d'entreprise. Si vous ne connaissez pas les normes, vous ne pouvez même pas aller plus loin. Deuxièmement, il y a les mesures. Et troisièmement, les essais et les analyses dans chaque domaine. Lorsque vous voulez être sûr de la qualité, il faut que vous puissiez évaluer, faire des analyses techniques. Et enfin, la certification. Pour accompagner les femmes camerounaises à la maîtrise des problématiques liées à la normalisation et à la qualité, l'Agence des normes et de la qualité a eu à organiser plusieurs ateliers de sensibilisation, des communications pratiques et des renforcements des capacités des femmes chefs d'entreprise afin d'améliorer la qualité de leurs produits et services. Célébration de l'excellence académique sur le campus de Yaoundé 2 à Soa. Les 50 meilleurs étudiants de l'université et des grandes écoles de cette université ont reçu des bourses d'une valeur de 10 millions de francs CFA, des encouragements de l'ambassade de la République populaire de Chine qui en est ainsi à sa seconde édition. Daniel Mananga. Une poignée de main productive, 50 étudiants méritants en récoltent les fruits. La valeur, 200 000 francs CFA pour chaque étudiant. Je remercie beaucoup l'ambassadeur de Chine pour cette bourse. Et je tiens à rappeler que c'est depuis l'année passée que j'ai cette bourse, étant major. En fait, cet argent va me permettre de m'acquérir un livre de comptabilité, puisque je suis spécialisé en comptabilité. La symbolique renforce depuis l'année dernière la coopération entre l'université de Yaoundé 2 et la République populaire de Chine. Ce prime, c'est pour encourager les lauréats de travailler dur et pour bien réaliser leurs rêves et pour servir leur pays. Une autre symbolique dans les rangs des étudiants, des 4 établissements en lice pour la prime. Le recteur de l'université de Yaoundé 2 met les étudiants au défi. Maintenir le cap de l'excellence, toujours plus de 12 de moyenne toute l'année académique. Le dossier du jeudi dans nos régions à Ngaoundéré, la population de la capitale de la Damawa connaît une expansion rapide avec l'ouverture de l'université et puis l'arrivée massive des déplacés. Conséquence, trouver un logement est devenu un casse-tête chinois. La difficile équation du logement à Ngaoundéré, c'est l'enquête de Charles Lebon-Nouesso. Ngaoundéré, capitale de la région Château d'Eau du Cameroun, connaît un boom démographique ces derniers temps. Plus de 500 habitants déjà, du coup la course au logement est permanente. Comme c'est le cas ici dans le village universitaire de Dan. On se bouscule assez pour pouvoir loger à la cité universitaire. Et étant donné que à l'extérieur, c'est pas donné aussi à n'importe qui de survivre. La demande est forte. Pour pallier aux insuffisances, quelques mini-cités ont prospéré dans le coin. La vie dans la mini-cité n'est pas facile, mais bon, on s'en sort. Prenez par exemple le problème d'électricité, le problème de facture. Le confort, est-ce qu'on peut parler du confort? Je ne pense pas, mais à mon niveau quand même, j'ai une chambre qui me permet de poursuivre mes études. L'université de Ngaoundéré compte environ 30 000 étudiants aujourd'hui. Et pour une cité universitaire qui a été construite depuis les années 82 et qui compte 480 chambres.
vous conviendrez avec moi que c'est insignifiant, donc des efforts doivent être faits dans le sens de construction d'une nouvelle cité. En ville, à côté des logements qui se font rares, celles qui existent n'offrent pas toujours le confort minimum. Le chemin directeur d'aménagement urbain n'a pas encore véritablement pris corps. Les constructions anarchiques poussent ça et là, même dans les zones à risque. Heureusement, des solutions se dessinent à l'horizon. Le gouvernement a entamé un programme de construction de logements sociaux à côté des investisseurs privés. Des projets qui commencent à apporter une réponse à cette crise aiguë du logement à Ngaoundéré. Revue des solutions au Maro Kadili de CRTV à Damawa. Voici ce qu'est devenu le camp fonctionnaire de Ngaoundéré, le tout premier investissement des pouvoirs publics dans la région de la Damawa, à l'effet d'offrir à l'époque aux employés de l'État ici des logements décents. Fort malheureusement, le rêve n'a été que de courte durée, même si quelques-uns continuent encore d'élire domicile malgré les injonctions du service régional, du domaine, du cadastre et des affaires foncières. À côté des bâtiments vétustes, certains ont reçu un coup de neuf et par ricochet des modifications de leur architecture originelle pour abriter aujourd'hui les structures publiques et parapubliques. Le camp fonctionnaire de Ngaoundéré a de ce fait été simplement érigé en centre administratif. Ainsi, pour répondre à la demande sans cesse croissante en habitat, le recours à ceux qui font dans l'immobilier est alors inévitable. En dehors des privés qui font dans ces logements-là, nous avons une ou deux entreprises là qui font dans l'immobilier. Et nous osons croire que le privé et la communauté urbaine et en plus de Mindu se mettront ensemble pour résorber ces déficits en termes d'habitat. Dans ces solutions, le président de la République, Paul Biya, qui a vu juste à travers le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique, a doté l'Adamawa de 100 logements sociaux avec équipements socioculturels. Le chantier de construction qui sera bientôt livré change peu à peu déjà la physionomie de cette banlieue de Ngaoundéré, précisément de la localité de Beka. L'ouvrage, une fois terminé, va donc être à coup sûr un début de solution pour résoudre l'épineuse équation du logement auquel font également face les populations de cette partie du pays. Et c'est à dessein qu'elle salue la politique gouvernementale en la matière. Direction la région du Nord-Ouest pour la grande enquête du 20h30. Zoom sur le phénomène des mototaxis à Bamenda, un moyen de transport très usité et pratiqué généralement par les très nombreux jeunes en quête d'emploi. Du coup, l'incivisme a fait son lit dans ce secteur. La difficile régulation dans l'activité des mototaximens, c'est l'enquête de Sado Mamoudou. Communément appelé Bensikin au Cameroun, au Kada dans le nord-ouest, les mototaxis sont un moyen de transport très couru dans cette partie du pays. La conjoncture actuelle, le chômage, en dépit des efforts des pouvoirs publics, jette nombre de jeunes dans les bras du guidon. Sorti de l'école, il n'y avait rien que je peux faire de bon. J'ai vu que sinon je prends la moto pour me débrouiller. Diplômés, analphabètes, sans emploi, retraités ou même malfrats, toutes les couches sociales se retrouvent dans ce secteur d'activité. Il y a souvent les accidents et il y avait des bandits qui sont cassés sur une banque, qui sont montés sur une moto. Nous avons peur. Nous souhaitons que tous les moteurs aient une jaquette, qu'on peut les identifier avec les numéros. Seulement voilà, ils opèrent en toute légalité, vu qu'ils sont désormais constitués en centrale syndicale. Taxés de laisser pour compte et depuis peu de complices des récentes attaques de microfinance, des attaques de forces de défense et de sécurité dans la région, la régulation de l'activité de mototaxi peine toujours à suivre. Il y a plus de 10 000 motobikes ici à Bamenda City Council. On a déjà arrangé avec le préfet les couleurs. On a déjà transféré la compétence aux communes. La majorité de ce seigneur du guidon n'ayant aucune formation, il n'est pas rare d'observer sur les routes des mototaxis qui dépassent par la droite, prendre à contresens en carrefour et bonjour les dégâts.
Depuis décembre 2016 jusqu'à nos jours, nous avons enregistré un total nombre de 773 cas des mototaxis. En marge du contexte sociopolitique de l'heure, laissant libre cours à l'incivisme, au comportement routier dangereux, les fêtes de fin d'année sont désormais là et l'urgence de l'assainissement du secteur de mototaxi s'impose de lui-même. En culture, voici les échos des 5e éditions des trophées francophones du cinéma. Allons à la découverte ce soir des œuvres des cinéastes camerounais. Ils s'appellent Franck-Olivier Ndema, Narcisse Wandji, Alain Bomo ou encore Thierry Ntamak. Voilà quelques figures qui se démarquent dans l'univers cinématographique au Cameroun et ils sont présents à cet événement. Ils apportent là-bas une plus-value pour le Cameroun, pays hôte de cet événement. Regard sur les films camerounais à cette compétition avec Agnès Solange à Bessolo. Loin d'être la résignation d'un fatalisme imposé, le cinéma camerounais traîne de plus en plus des clichés d'une mélancolie provoquée et attribuée à une jeune et valeureuse génération. Le cinéma au Cameroun, c'est le ventre mou même de la culture. Or, le cinéma peut générer combien de métiers? Les plateaux professionnels, on a au moins 500 métiers qui sont représentés. Les jeunes commencent déjà à voir que les Alain Bomo, les Thierry, je vais dire les Nasser Menkes, je prends un peu tous ces gens qui sortent un peu déjà du lot. Mais pourquoi on ne peut pas construire ce qu'on appelle le star system qui peut faire en sorte que dès que tu vois par exemple Nasser Menkes à la télé, tu dis à Nasser que Nasser vend déjà. Producteurs, réalisateurs et acteurs impliqués dans cette industrie cinématographique font preuve de vitalité. Avec Ma Patrie d'abord, Thierry Ntamak est le porte-étendard du cinéma camerounais à cet événement. L'acteur est nominé dans 7 catégories. Je rends grâce à Dieu d'avoir l'honneur de représenter le Cameroun à ces trophées francophones. 28 films en compétition, parmi lesquels 3 du Cameroun, aux côtés du Niger, du Maroc, de la Tunisie, du Mali, de l'Égypte, du Cambodge et de la Belgique. Malgré la présence de ces grosses pointures de la production cinématographique, les cinéastes camerounais entendent bien faire valoir le dynamisme de leur créativité. Nous sommes très fiers de ces films-là. Je ne vais pas être chauvin, mais je vais vous dire que vous avez Walls de Narcisse Wandji, vous avez La Patrie d'abord de Thierry Ntamak, et vous avez ce superbe documentaire aussi qui passe. Les films ont leur place, les films camerounais ont leur place dans cet événement-là. Les films camerounais méritent d'être en compétition avec les films internationaux. Oui. Reste plus qu'à espérer des victoires à portée des pellicules. Des stars et d'autres encore en préparation. La Miss Cameroun 2017 sera connue le 30 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé et les régions du centre et de l'Est ont déjà désigné leurs plus belles filles. Il s'agit pour le centre de Georgia Etundi Mvondo et pour l'Est de Joanna Eyike. Leur profil dans ce reportage de Marie-Alphonse Oona Hagbe de CR TV Centre. Lauréate du concours de beauté, c'est sur les têtes de la numéro 14 pour l'Est et la numéro 6 pour le centre et leur dauphine que les couronnes ont été posées. Ces reines de beauté ont eu le mérite d'être retenues selon les critères bien précis parmi les 18 candidates en compétition. Les critères, en fait, il y a d'abord la prestance, la façon dont une Miss se tient. Et puis bien sûr, il y a la beauté, parce que la Miss doit être belle. Belle, intelligente et naturelle, Joanna Eyike et Georgia Etundi Mvondo peuvent désormais prétendre être les prochaines égéries du Cameroun. Je pense que j'ai été choisie parce que j'ai cette volonté-là de représenter notre pays. Cette 13e édition, placée sous le thème évocateur « L'unité nationale au service de la paix et du développement », a une signification particulière. Au sud-ouest, c'est... Le choix de ces ambassadrices de beauté de l'Est et du Centre vient mettre un terme aux présélections de Miss Cameroun. Pour la finale, chaque région sera présente avec 3 mandataires sur les 31, dont une de la diaspora. Les petits plats ont été mis dans les grands. Bonne chance les Miss. En page des sports, les 2 finalistes de la prochaine Coupe du Cameroun de football continuent leur préparation. New Star de Douala et UMS de Loum. Voilà 2 clubs au parcours similaire, 2 trajectoires retracées ici par Wilfried Koto. Dans sa course qu'il a menée en finale de Coupe du Cameroun, New Star de Douala a enregistré 4 victoires au terme du temps réglementaire et une victoire à l'issue des tirs au but face à APGS de Mfou en 16e de finale. Les nouvelles étoiles de Douala ont inscrit 12 buts contre 1 but encaissé. À l'instar de son adversaire,
Union des mouvements sportifs de Loum a gagné un match au tir au but contre Astre en 8e de finale. 5 matchs gagnés au terme du temps réglementaire. Le club de Loum a remporté 3 matchs contre des clubs de Ligue 1, 2-0 face à Young Sports Academy de Bamenda en demi-finale, une victoire retentissante face à Coton Sport de Garoua, 3 buts contre 1 en 16e de finale. Victoire au tir au but face aux Astres de Douala. UMS de Loum a trouvé le chemin du but autant de fois que New Star, 12 buts marqués. Défensivement, le club de Loum a fait moins bien que les Nouvelles Étoiles de Douala, 2 buts pris. C'est le match des chiffres sur le papier, le match sur le terrain est à vivre le jour J. Et vivement la finale donc. L'essentiel à retenir de ce journal qui s'achève, la République fédérale du Nigeria ne servira jamais de base arrière aux sécessionnistes. Le message rassurant du président nigérian Muhammadu Buhari, transmis au président de la République Paul Biya ce jeudi au cours de l'audience accordée au haut commissaire désigné du Nigeria au Cameroun. Et puis il y avait également dans ce journal le 4e mouvement de la série de la CRTV sur la crise dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nos reporters ont mis à nu les réseaux de recrutement des sécessionnistes parmi les jeunes. Et puis la pénurie des vaccins contre la tuberculose et l'inquiétude des parents des nouveau-nés qui étaient relatées donc cette inquiétude dans ce 20h30. Une édition préparée avec la collaboration de Marthe Adam Vondo. D'autres informations avec Elvis Teke et Dieudonné Zra, ce sera le minuit. Retrouvez juste après ce journal Espace Politique. Et pour les éditions du week-end, vous serez en compagnie de Serge Guifo pour le 20h30 d'avance. Très bon week-end et à lundi 20h30. Urbain par exemple. Il y a aussi qu'il y a des ministres qui sont prolixes, d'autres qui ne sont pas. Donc quand un ministre a déjà donné les explications aux questions qu'on lui a posées, il n'y a pas de raison qu'on le retienne. Dans la commission, on sait être partisan, mais on sait aussi gérer les sensibilités et rendre prioritaire l'intérêt général. C'était là quelques épices de la cuisine interne de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale. En santé, la rupture des stocks du BCG inquiète les parents et le personnel de santé. Ce vaccin contre la tuberculose, généralement administré aux nouveau-nés, a disparu des formations sanitaires sur le triangle national. Les conséquences et les solutions possibles dans cette enquête de Oswald Modon. Voici une version du communiqué officiel rendu public par le ministère de la Santé publique. Un communiqué qui confirme ce qui n'était jusque-là qu'une rumeur, la rupture du stock de vaccins contre la tuberculose dans les formations sanitaires sur l'étendue du territoire national. Le communiqué signé par le ministre André Mamafouda date du 6 décembre courant. Il annonce la rupture et met en cause un engorgement des commandes au niveau du circuit d'approvisionnement international. On peut également y lire que le vaccin sera bientôt disponible. Selon la note ministérielle, cette situation date du début du mois de décembre. Le dernier paragraphe du communiqué de presse recommande aux parents de limiter les contacts entre les nourrissons et les tierces personnes. Dans les formations sanitaires, la rupture est consommée, mais les risques sont là. Quand un enfant n'est pas vacciné à naissance, l'enfant peut avoir des infections respiratoires, notamment la tuberculose. Ce n'est pas maintenant, c'est peut-être d'ici quelques mois qu'on peut peut-être revoir ces enfants-là qui étaient exposés pendant tout ce temps-là, voir si parmi ces enfants-là, quelques enfants ont eu à attraper la tuberculose ou pas. En attendant l'arrivée éventuelle du produit, les mamans repartent avec quelques conseils d'ordre pratique. On vous donne le vaccin contre la poliomyélite, on donne rendez-vous pratiquement dans un mois, 6 semaines. Si jamais il y a des vaccins, on va rattraper le BCG. Mais les conseils qu'on donne souvent, maman, c'est d'éviter que les personnes externes de la maison portent l'enfant. Parce que vous savez, le BCG ça se transmet par les gouttelettes de fuge, la respiration. Donc, et éviter que les sorties de temps en temps avec l'enfant. C'est déjà aussi cela de gagner. Les parents devront encore prendre leur mal en patience. Bientôt, la situation devrait rentrer dans l'ordre. Des précautions à prendre en compte en tout cas. Le ministère des PME, lui, creuse son sillon dans le champ de la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun. Le ministre Laurent Serge Tondingwa annonçait ce jeudi les 4e journées nationales de la PME. C'est dans 12 jours. Il était face à la presse à Yaoundé aux côtés du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Daniel Menanga pour les principales annonces de ce point de presse.
Une semaine et quelques jours encore pour mobiliser le maximum d'acteurs. Ceux-là qui font partie du monde de la finance, de l'économie numérique et de la création des richesses en général. Le gouvernement a souhaité qu'au-delà de la posture purement promotionnelle, il y ait un véritable moment d'évaluation des politiques publiques en matière de PME. Les journées nationales de la PME participent donc de cette logique. Comment orienter les jeunes entrepreneurs? Comment faire prospérer leurs activités et faire sentir toutes ces initiatives à la population? Les journées nationales des PME ouvriront les échanges. Les journées nationales de la PME sont un cadre pour mettre tout le monde d'accord. L'évaluation qui est faite doit permettre qu'on sache, en accord avec les partenaires au développement et le secteur privé, si on est sur la bonne direction. Ce que les autres rencontres ne font pas, ou alors ne peuvent pas faire. L'événement crée une nouvelle opportunité de promotion de la croissance, après 3 autres rencontres clés dans le secteur de la PME. Dans ce même domaine, les femmes chefs d'entreprise s'arriment aux normes internationales de qualité pour leur production. La cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun lançait ses activités ce jeudi en scellant 2 partenariats majeurs, l'un avec la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, et l'autre avec le réseau Normalisation Francophonie. Les précisions de William Badier. Améliorer la compétitivité des entreprises afin d'avoir accès à des marchés porteurs aussi bien au niveau national qu'international. Tel est l'objectif que poursuit la cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun. Pour y arriver, des connaissances pratiques ont été dispensées aux femmes chefs d'entreprise. Si vous ne connaissez pas les normes, vous ne pouvez même pas aller plus loin. Deuxièmement, il y a les mesures. Et troisièmement, les sécurité des opérations spéciales pour les neutraliser. Des méthodes d'intimidation et de violence qui sont également pratiquées dans le nord-ouest par des bandes armées, celles-là qui assassinent les forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi des voisins, des membres de famille gagnés à la cause des sécessionnistes et qui sèment la terreur dans leur entourage. Ils imposent ainsi la fermeture des écoles et des administrations qui, sinon, sont incendiées. Mais ces villes mortes et cette terreur ont eu raison maintenant de la patience des populations. Bamenda, par exemple, rejette peu à peu cette terreur. Serge à Tangana-Bissau a capté là-bas ces signes qui annoncent le retour à la normale à Bamenda. Regardez. Soyez éveillés au poste. On a des bâtiments à surveiller, les bâtiments administratifs, nos postes de services où il y a les matériels. Voilà donc un cas qui vient d'arriver au sud-ouest, du côté Manfé. Alors, là, on ne meurt pas 2 fois. Quand un élément du jour au lendemain manque à l'appel du matin, quand on sait qu'il ne reviendra plus parce que tombé au champ d'honneur par le fait d'un lâche qui lui a tiré dessus ou lui a tranché la gorge de part en part, comme actuellement dans cette partie du Cameroun en crise, on a beau être formé, la pilule est amère. La réaction du militaire est de riposter. Quand voulant protéger la République, c'est plutôt des malfrats qui nous tirent dessus. Nous avons fait preuve de beaucoup de maîtrise jusqu'ici. Si vous avez un élément qui est tué, la douleur que vous ressentez en tant qu'un meneur d'hommes, la première des choses, c'est d'avoir la maîtrise pour éviter la catastrophe. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise et si vous ne donnez pas de consignes particulières à vos hommes, vous n'allez pas vous en sortir parce que n'importe comment vous allez trouver d'autres citoyens couchés parce que vos hommes ont réagi sur le coup. La violence et le meurtre, érigés en modalité de réponse à une crise d'idées, on dira que les militaires condamnent parce qu'ils ont mal à leur chair. Le Nord-Ouest comporte toutefois des têtes, des leaders d'opinion connus. Those who burn and those who kill are the same. Those who burn, I condemn. Those who kill, I condemn. Whether they're killing gendarmes or killing the children, I condemn. Mais pourquoi toute cette violence? Le préfet du Donga-Mantoum tente une analyse. C'est une population très paisible. Ces derniers temps, les réseaux sociaux ont voulu empoisonner
la population avec les informations douteuses venant de sources très contraires à ce qu'ils entendaient. C'est aussi l'avis de bon nombre de responsables administratifs, politiques et même traditionnels. Comme ils sont résolus à une autre conviction, si c'est une guerre de sécession, il n'est pas de guerre humaine. Le sang pourrait appeler le sang. Et ce n'est l'intérêt de personne, surtout pas de nos enfants. Une détente perceptible à mettre à l'actif à Bamenda de la libération de la plupart des manifestants interpellés lors des émeutes de septembre 2016. Par exemple, Faye Victor Fort, leader syndical, et il était aux avant-postes de ces émeutes. Interpellé et relaxé, il s'est rangé et savoure maintenant sa liberté retrouvée. Portrait d'un sécessionniste repenti, brossé ici par Serge Atangana-Bissot. 3 mois de prison, ça laisse des traces sur le physique. Dormir à même le sol pendant longtemps a eu des effets sur ma santé. J'ai dû aller à l'hôpital à mon retour pour me remettre du traumatisme. Je n'ai pas été maltraité en prison. Mais le meilleur de l'histoire, c'est le revirement dans les prises de position politiques. Faye est un syndicaliste, président du syndicat des conducteurs professionnels du Nord-Ouest. Jusqu'en septembre 2016, il faisait partie des harangueurs de foule, ceux grâce auxquels les braises de la désobéissance civile et des villes mortes à Bamenda sont devenus le grand feu que l'on déplore aujourd'hui. Je prenais part aux réunions du consortium en tant que leader syndical. Je n'en étais pas membre. Pour ça, il a fait la prison. Et après la prison, c'est un nouvel homme. Une sorte de né de nouveau. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous avons besoin de la paix dans ce pays. Un petit mal pour un grand national, Martin Mbargangele. Et sur la route de Boya, justement, le ministre de la Défense a fait escale à Douala, à l'hôpital militaire, pour une visite de réconfort aux soldats blessés à Mamfé le 3 décembre dernier. C'était au cours d'une opération régulière de maintien de l'ordre. Nous retrouvons Marcel et Kassibile pour ces mots de compassion du ministre Joseph Betty Assomo aux soldats blessés. Victimes de la dernière attaque des ennemis de la paix le 3 décembre dernier à Manfé, ils sont 6 soldats blessés à avoir été conduits à l'hôpital militaire de Douala. Accidentés, multifracturés et blessés par balle pour l'essentiel, les soldats ont reçu les encouragements du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, accompagné par le délégué général de la Sûreté nationale, ainsi que par le gouverneur du littoral et son état-major. Aux différents blessés visités, Joseph Betty Assomo a passé le message de réconfort du président de la République. Nous sommes venus vous rendre une visite de réconfort, d'encouragement. Félicitations de la part de Monsieur le Président de la République. Vous comprendrez que vous êtes engagé au service du pays sur les drapeaux. Il y a des risques et des menaces qui pourront survenir de temps en temps. Nous vous souhaitons un très bon rétablissement. Vous puissiez retrouver les autres. Et pour se rassurer que le pronostic vital des blessés admis en soins intensifs n'est pas engagé, Joseph Betty Assomo a reçu des explications au cas par cas sur l'état de santé des victimes. Selon le docteur Abungbozo, médecin-chef de l'hôpital militaire de Douala, les différentes lésions et fractures, bien que sévères, ont été stabilisées à la suite des opérations chirurgicales. Plusieurs blessés sont en phase de rééducation. Ils sont également suivis par des psychologues en raison des multiples traumatismes subis. Cérémonie d'hommage à ces soldats et à ces policiers, ce sera donc demain à Boya. Et voici maintenant dans la suite la 4e partie de notre série sur cette situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Premier volet ce soir, la confirmation de l'existence d'un groupuscule terroriste organisé comme une armée sécessionniste avec ses méthodes d'enrôlement, ses camps d'entraînement et même ses hauts gradés fantoches. Une organisation mise à nu par les forces de sécurité lors d'une récente opération qui a permis de sauver de jeunes compatriotes
compatriotes enrôlés de force par ces terroristes. Rodrigue Bertrand Tueno, notre reporter dans le département de la Magno. Ils sont 10 jeunes gens, arborant encore pour certains le faciès de l'adolescence. Détenus à la compagnie de gendarmerie de Manfé, ils ont été appréhendés au village Agboken-German, à la frontière avec le Nigeria, en route pour un camp d'entraînement de l'armée d'Ambazoni, sous la conduite d'un recruteur qui avait pris le soin de le leur cacher. Un ami à moi, Kamawaza, m'a dit que l'une de ses relations avait une forêt de 15 hectares à défraîchir. Nous avons fixé le prix à 40 000 francs par hectare. J'ai donc appelé mes amis. Lorsque nous sommes arrivés à Manfé, il a dit que c'était un peu plus loin. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés dans un village appelé Agbokem. Ils ont été sauvés in extremis par les forces de défense et de sécurité. Ces jeunes du département de la Mémé se sont retrouvés dans le département de la Magno, net à la frontière Cameroun-Nigeria. À partir, ils devaient entrer dans l'armée pour lutter contre la République. Mais comme Dieu fait ces choses, ils sont tombés. Nous avons interpellé tous ces éléments. Certains sont, il y a 20 ans, 22 ans. C'est l'avenir du Cameroun, mais ils ne savent pas, ils ont été trompés. Le recruteur a pris la poudre d'escampette, mais ce cas vient confirmer l'existence d'un réseau aux tentacules s'étendant à la région du Nord-Ouest dont était originaire Titi Lewis, le rebelle ambazonien abattu au cours de l'attaque d'Otou qui laissa sur le carreau 2 policiers camerounais. Les renseignements d'une fois nous disent qu'il y a plusieurs réseaux de recrutement. Mais nous sommes sur le terrain et la machine a été mise en place pour détecter tous les possibles réseaux de recrutement de ces jeunes-là. 3 des 4 camps d'entraînement identifiés par les forces de sécurité se trouvent à Akwaya et sont si difficiles d'accès qu'il faudra aux forces de défense et de sécurité. Bien, en fin de compte. L'autre actualité dans le journal, la session parlementaire au Sénat après l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement défendent maintenant leur enveloppe budgétaire devant les sénateurs. L'agenda de ce jeudi, le passage des ministres de la Santé, de l'eau et de l'énergie et des Finances. La synthèse de Richard Talatodem. Des sénateurs toutes ouïes au Palais des Congrès, ils écoutent le ministre de la Santé publique qui répond à la question de l'un de leurs collègues. Pierre Flambon-Gayap veut savoir comment on réagit au Cameroun en cas d'urgence ou en cas de catastrophe. La première mesure qu'on a prise a été de doter la plupart de nos formations sanitaires, 4500 formations sanitaires, de téléphones mobiles à coût zéro. Ce qui permet à ce que nous soyons informés en temps réel de tout événement que nous pourrions noter sur l'ensemble du territoire. Second aspect, nous avons créé un réseau de laboratoires. À leur tête ici, nous avons un laboratoire national de santé publique modernisé et nous avons des laboratoires régionaux, ce qui nous permet de connaître si c'est un problème d'épidémie, le germe ou le virus qui est la cause de ce début d'épidémie. Le président du Sénat, Marcel Nyadjifenji, peut alors donner la parole à Mme Zakia Toussalé. La sénatrice de l'extrême nord se demande pourquoi les poteaux électriques sont en bois alors qu'ils ne sont pas solides, surtout dans le Mayokani. Réponse du ministre de l'énergie et de l'eau. Vous savez, avant nous avions une seule usine de production de poteaux bois à Bafoussam. Et cette usine produisait des poteaux d'excellente qualité, qui avaient une durée de vie de 25 ans. Mais après la libéralisation, d'autres acteurs sont arrivés et produisent malheureusement des poteaux bois aujourd'hui qui ne sont pas toujours de bonne qualité et dont la durée de vie n'atteint même pas 4 ans. Donc ce que nous avons demandé à Eneo, c'est d'abord de n'utiliser que des poteaux bois de bonne qualité, c'est-à-dire qui sont très bien traités, mais également de remplacer systématiquement tous les poteaux bois
qui tombent par des poteaux métalliques. Le sénateur SDF, Étienne Sonkin, trouve que les multinationales de téléphonie, qui font en plus dans le transfert d'argent, font une concurrence déloyale aux PME locales. Les membres du gouvernement ont ainsi été apaisés dans leurs inquiétudes dans divers domaines sociaux. Les représentants des collectivités territoriales décentralisées, satisfaits, sauront quoi dire aux populations une fois rentrés sur le terrain. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances prépare maintenant le rapport qui sera présenté en séance plénière, un intermède que nous mettons à profit pour vous introduire dans le secret de cette mythique Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Voici ce que nos reporters ne vous disent pas très souvent, les confidences du député Joshua Oshi du SDF et de la présidente de cette commission, Madame Rosette Ayayi, députée RDPC, une exclusivité, Olivier Kingemoli. Madame la présidente de la commission descend les marches et se dirige vers la salle des travaux. À ce moment-là, tout peut commencer. À ses côtés, le vice-président et le rapporteur. Un membre du gouvernement est tout de suite introduit dans la salle pour défendre son chapitre budgétaire. Et il faut déjà le mettre à l'aise. Il faut qu'il soit le bienvenu, d'abord à l'Assemblée nationale, et ensuite au niveau de la commission. Le ministre client est soutenu par d'autres acteurs gouvernementaux, à chacun un rôle précis. Le ministre en charge des relations avec les assemblées fait la coordination parce que c'est eux qui nous présentent les départements. Et ces ministres ont besoin de l'assistance du ministère des Finances et du ministère de l'Économie. Le RDPC, l'UNDP et le SDF se partagent la commission, mais d'ambiance en interne est plus que conviviale. C'est une ambiance, je dirais même cordiale, bon enfant, où les chefs de département viennent nous expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aimeraient faire l'année suivante. Il peut se trouver qu'on ait nos petits mots qui nous permettent de nous détendre, qui nous permettent de ne pas être crispés parce que c'est tellement lourd et intense. Comment comprendre maintenant que l'oral d'un ministre dure parfois 4 heures pendant qu'un autre fait 45 minutes? Quand vous prenez par exemple l'eau et l'énergie, vous savez que tout le monde a besoin d'eau, au moins l'eau. Maintenant, l'énergie, tout le monde en a besoin aussi, mais est-ce que tout le monde l'a? Moi, je viens de Douala, donc il est normal que je vais m'attarder sur le ministère du Développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Recevez toutes nos excuses au décalage du démarrage de ce journal. Jeudi 7 décembre 2017, voici la une du journal. Les assurances du président du Nigeria à son homologue camerounais. Le Nigeria ne servira jamais de base arrière aux sécessionnistes. L'audience du chef de l'État au haut commissaire désigné du Nigeria est en tête du journal. Les certitudes des forces de défense nationale sont établies. Les sécessionnistes constitués en groupes armés recrutent parmi la jeunesse du sud-ouest et du nord-ouest. Des faits et d'autres encore à vivre dans la suite de notre série ce soir. Et puis les inquiétudes des parents et des formations sanitaires. Le vaccin BCG contre la tuberculose est introuvable au Cameroun. Explications et perspectives de solutions dans ce journal. Voilà pour les titres. Des assurances qui valent leur pesant d'or. La République fédérale du Nigeria ne servira jamais de base arrière à ceux qui recherchent la sécession au Cameroun. Le message du président nigérian Muhammadu Buhari était transmis ce jeudi au chef de l'État Paul Biya par le haut commissaire désigné du Nigeria au Cameroun. Son Excellence Lawan Abba Gachagua était reçu en audience par le président de la République. Voici le reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Modzo. Entre le Cameroun et le Nigeria, les sujets d'intérêt commun ne manquent pas. Surtout par ces temps où les deux pays font face à la menace terroriste, une menace à laquelle se sont greffées depuis quelque temps maintenant les velléités sécessionnistes de part et d'autre de la frontière. Et c'est bien cette communauté de destin et de défis à relever qui justifie les concertations permanentes entre les deux capitales, à l'instar de celle de ce jeudi 7 décembre 2017 au Palais de l'Unité.
Son Excellence Lawan Abba Gachagua, au commissaire désigné du Nigeria, envoyé spécial du président Buhari. Ce 7 décembre 2017, son Excellence Lawan Abba Gachagua, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari du Nigeria, est venu d'une part réaffirmer la solidité de l'axe Yaoundé-Abuja et dans le même temps confirmer l'engagement de son pays à veiller à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. What I will tell you is that nous avons eu des discussions fructueuses par rapport aux relations qui existent entre le Cameroun et le Nigeria, qui sont bonnes, excellentes et cordiales. Nigeria is... En aucun cas, la République fédérale du Nigeria ne supporte ou bien n'encourage les activistes camerounais. En tant qu'État, autorité du Nigeria, ils ne supportent pas les sécessionnistes camerounais et ils vont tout faire pour que la paix règne au Cameroun et que l'intégrité territoriale du Cameroun soit protégée. Ainsi donc, ils donnent des conseils qu'en cas de grief, s'il y a des problèmes, la meilleure manière c'est de procéder par des solutions pacifiques. Pour le moment, entre le Cameroun et le Nigeria, il y a des accords qui indiquent qu'un Camerounais peut se rendre au Nigeria pendant 3 mois sans visa. De même qu'un Nigérian peut venir ici au Cameroun et rester pendant 3 mois sans visa. Donc pour le moment, tout citoyen peut rester dans ou l'autre pays pourvu qu'il respecte les lois de ce pays et qu'il ne mène pas des activités pour détruire son propre pays. Donc dans aucun cas, le Nigeria n'encourage ou bien ne supporte les activistes du Southern Cameroun. Le message délivré par les autorités d'Abuja est donc on ne peut plus clair. Le Nigeria n'a jamais et ne servira jamais de base arrière aux sécessionnistes qui visent la partition de notre pays. Un message qui réconforte et voici l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et d'abord cette information sur très hautes instructions du chef de l'État, chef des armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, préside demain vendredi 8 décembre à la place des fêtes de Boya la cérémonie d'hommage et de levée des corps des 4 militaires et 2 fonctionnaires de police froidement assassinés par des terroristes. C'était en fin du mois dernier dans les localités d'Agborem et de Oto dans le département de la Magnou, région du sud-ouest. Ce sera en présence du délégué général à la Sûreté nationale.